StudyGate Digital Learning Technologies. Prééclampsie. La prééclampsie fait partie de ce qu'on appelle les syndromes vasculo-rénaux de la grossesse. C'est quoi les syndromes vasculo-rénaux? C'est un ensemble de maladies au cours de la grossesse qui s'expriment chez la mère par une hypertension artérielle, c'est le signe principal, parfois par une protéinurie ou par des œdèmes, et s'exprime chez le fœtus par une souffrance fœtale chronique attestée par un retard de croissance intra-utérin. Donc ces ensembles de maladies, ça concerne à peu près 10% des grossesses et s'accompagne d'un risque élevé. Donc ce sont des gardes, des grossesses à risque élevé. Que ce soit sur la mère, donc il y a beaucoup de complications, ou bien sur le fœtus, surtout le retard de croissance intra-utérin. Alors selon la classification du Collège américain des gynécologues et obstétriciens, donc la classification de 2001, on distingue 4 grands cadres nosologiques. L'HTA chronique, donc une HTA avant la grossesse, c'est une HTA chronique, une HTA gestationnelle ou HTA gravidique, la prééclampsie et la prééclampsie surajoutée. Alors, l'HTA chronique, c'est généralement une HTA qui est connue, préexistante à la grossesse, ou bien c'est une HTA qui est découverte à un terme inférieur à 20 semaines d'aménorrhée. Quelle que soit sa cause, elle peut être essentielle ou secondaire, on s'en fout. Dans ce cas, l'implantation placentaire est souvent normale, donc c'est pas comme la prééclampsie, t'en chouf. Deuxièmement, l'HTA gravidique, c'est l'HTA gestationnelle, donc c'est une HTA isolée, donc mamaahesh protéinurie, c'est le point de différence important avec la prééclampsie, qui apparaît en fin de grossesse ou parfois dans le postpartum. Et c'est une HTA transitoire, donc il y aura une normalisation des chiffres tensionnels après l'accouchement. Troisièmement, c'est la prééclampsie pure, et les mieux à la toxémie gravidique. Voyez ce qui nous intéresse. Donc la définition de la prééclampsie d'emblée, c'est une HTA plus protéinurie significative, donc supérieure à 0,3 g par 24 heures, après 20 semaines d'aménorrhée. C'est généralement le 3e trimestre. C'est une affection propre à la grossesse. Et il y a déjà, donc, ça touche 5% des grossesses, la prééclampsie pure. Allez, c'est une affection propre à la grossesse, à la physiopathologie, c'est une maladie de l'implantation placentaire. Et donc, normalement, il y aura une guérison sans séquelles avec la fin de la grossesse. Quatrièmement, la prééclampsie surajoutée. Donc surajoutée à quoi? À une HTA chronique, donc allez, se surajoute la protéinurie, donc supérieure à 0,3 g par 24 heures, ou bien surajoutée à une néphropathie chronique, donc il y a déjà une protéinurie, allez, se surajoute une HTA. Alors dans ces 4 cadres nosologiques des syndromes vasculo-rénaux de la grossesse, risque materno-fœtal actif, c'est bien sûr la prééclampsie surajoutée. On a bien sûr la prééclampsie pure, on a l'HTA chronique et enfin l'HTA gravidique transitoire. Donc commençons notre cours, la prééclampsie proprement dite, c'est la prééclampsie pure, qui ça complique 5% des grossesses et c'est la deuxième cause de mortalité maternelle en Tunisie après l'hémorragie de la délivrance. Alors pour comprendre la physiopathologie, il faut se rappeler de la grossesse normale. Donc le placenta, c'est l'unité materno-fœtale qui assure l'échange fœto-maternel. L'échange ici, en particulier au niveau des chambres intervilleuses placentaires. Et pour que les échanges soient efficaces, il faut que le débit maternel soit suffisant. Donc les tirent une adaptation au niveau des artères utérines, c'est les artères spiralées. Et les géomyomètres ou traversent l'endomètre, donc au niveau du placenta. Les hommes ont un calibre suffisant et de faibles résistances. Pour acquérir cette caractéristique, il y a un événement très important, c'est l'invasion trophoblastique. Il tire à 2 étapes. À la première invasion
trophoblastique et surtout la deuxième invasion trophoblastique qui est la plus importante. Il tire aux alentours de 16e semaine d'aménorrhée. Donc le cytotrophoblaste va digérer la média de ces artères qui deviennent donc non plus des artères musculaires mais des artères élastiques, donc ayant un calibre suffisant, une bonne compliance et des faibles résistances. Et des gens les moussir fait une grossesse normale. Par contre, fait le pré-éclampsie, le primum movens, c'est le défaut d'invasion trophoblastique des artères spiralées. C'est la deuxième invasion qui fait défaut. Et donc, les artères utérines spiralées vont garder des résistances élevées et un calibre insuffisant, d'où il y aura un défaut de perfusion et une ischémie placentaire. Et ce défaut de perfusion placentaire va avoir deux conséquences. Un sur le plan maternel et deux sur le plan fœtal. Allez, sur le plan maternel. Le placenta, c'est un organe. Donc, comme tout organe en ischémie, il y aura une libération dans le sang des substances toxiques, notamment les radicaux libres, les débris trophoblastiques, les cytokines, et ces substances sont particulièrement nocives sur l'endothélium. Et ce sont des substances pro-inflammatoires. Donc, il y aura une inflammation généralisée de l'endothélium vasculaire. C'est ce qu'on appelle l'endothéliose. Et c'est ce qui sera responsable des manifestations cliniques et des complications de la prééclampsie chez la mère. Donc notamment au niveau cérébral, il y aura les signes neurosensoriels et au pire des cas la crise d'éclampsie. Au niveau vasculaire, c'est l'HTA proprement dite, l'hématome rétroplacentaire, l'hémolyse, la thrombopénie. Au niveau hépatique, la cytolyse hépatique. Au niveau rénal, l'insuffisance rénale, la protéinurie. Et deuxièmement, sur le plan fœtal, bien sûr, l'anoxie placentaire va être responsable d'une souffrance fœtale chronique qui peut être responsable d'un retard de croissance intra-utérin, d'un oligoamnios, parfois d'une acutisation, donc une souffrance fœtale aiguë, voire d'une mort fœtale in utero. Donc maintenant, la prééclampsie, c'est une pathologie qui retentit sur la mère et sur le fœtus. Et donc, la prise en charge, on doit toujours raisonner sur la mère et sur le fœtus. Quels sont maintenant les facteurs de risque de la prééclampsie? Il y a d'abord la génétique. Elle joue un rôle très important. Donc, les antécédents familiaux de prééclampsie, c'est un facteur de risque. Les antécédents personnels de la prééclampsie, d'ailleurs, c'est le facteur de risque le plus important. Mais généralement, la récidive de la prééclampsie est moins sévère que l'épisode ou les épisodes précédents. Deuxièmement, l'âge maternel aux extrémités. Généralement, donc, une mère âgée à partir de 40 ans ou bien une mère jeune à 18 ans. Ou le nazed, à l'âge jeune, un autre facteur, c'est la primiparité. Ou le donc, le mécanisme, c'est surtout immunologique. Quatrièmement, les vasculopathies, en cas d'obésité morbide, de diabète, d'hypertension artérielle chronique ou par thrombophilie dans le cadre d'un syndrome des antiphospholipides. Et cinquièmement, un facteur mécanique, c'est les grossesses multiples, où il y aura bien sûr une compression du placenta et donc un défaut de perfusion. Ce n'est pas donc le défaut d'invasion placentaire alors, qui est en cause, c'est plutôt un facteur mécanique. Sur le plan clinique, alors quelles sont les circonstances de découverte de la prééclampsie? Elle peut être de découverte fortuite lors d'une consultation systématique, fin de deuxième trimestre ou à la troisième trimestre. Donc on mesure la tension artérielle, on trouve des chiffres tensionnels élevés, on fait une bandette urinaire et on trouve une protéinurie. Ou bien elle peut être découverte symptomatique devant l'apparition donc surtout des œdèmes généralisés très importants, ou bien une prise de poids, et parfois la prééclampsie est découverte devant une complication, d'emblée devant une complication. C'est la prééclampsie sévère. Une question importante. Est-ce qu'il faut attendre à la fois l'hypertension artérielle et la protéinurie pour dire que c'est une prééclampsie? La réponse est non. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc sur le plan pratique, chez une femme à partir de 20 semaines d'aménorrhée qui présente des chiffres tensionnels élevés, donc une tension artérielle systolique supérieure à 140 ou diastolique supérieure à 90, trouvée au repos
bien sûr en position assise, attention, en décubitus là où il y a une hypotension, j'ai la femme enceinte, donc ça peut masquer. Il ne faut pas la laisser partir. Donc il faut l'hospitaliser pour des chiffres tensionnels élevés, pour vérifier cet HTA, donc recontrôler cette tension artérielle après 4 heures et faire un profil tensionnel, même si il n'y a pas de protéinurie fait le bandelette urinaire. À la khater, il y a des fois où l'HTA précède la protéinurie fait le prééclampsie. Même si en général, le premier signe qui apparaît fait le prééclampsie, c'est l'œdème. Quand j'ai question en examen, quel est le premier signe? C'est l'œdème là. Après, l'HTA apparaît, on bat de l'HTA la protéinurie. Donc la protéinurie est toujours le dernier signe qui apparaît. Mais attention, dima là, femme des fois sèche, il y a fihomch œdème. Donc نجم تجي patiente عندها uniquement des chiffres tensionnels élevés. Avec علاش il faut l'hospitaliser et faire la part entre prééclampsie et une HTA gravidique transitoire اللي قلناهم من الأول. Et il faut savoir que le prééclampsie il a des caractéristiques sémiologiques très importantes. Alors, même la tension artérielle, il y a une particularité, c'est qu'il y a une inversion de rythme nictéméral de la tension. Donc normalement chez le sujet normal, la tension artérielle, ça baisse la nuit. Au cours de la prééclampsie, c'est l'inverse, la tension, elle va s'élever la nuit. Il y a une instabilité très importante de la tension. Et il faut savoir qu'une tension supérieure à 160 et ou 110, c'est un élément de sévérité. Donc la prééclampsie, elle est sévère dans ce cas. Pour la protéinurie, alors, comme on a fait définition, c'est la protéinurie de 24 heures qui est la plus importante, doit être supérieure à 0,3 grammes par 24 heures. Mais bien sûr, on ne va pas attendre la protéinurie de 24 heures pour dire que c'est une prééclampsie. Même sur la bandette urinaire, toute protéinurie donc supérieure ou égale à une courroie, c'est une prééclampsie. Bien sûr, et ceci en absence d'infection urinaire, c'est très important. Il faut savoir qu'une protéinurie supérieure à 5 grammes, c'est un élément de sévérité. Donc déjà à Tawa, on a deux éléments de sévérité dans le prééclampsie. Il y a l'HTA supérieur à 160-110 et la protéinurie massive supérieure à 5 grammes. Avec ça, toute complication maternelle ou fœtale constitue un élément de sévérité de la prééclampsie. Donc quelles sont les complications? Donc je me dis les complications maternelles. Donc on va commencer par la complication la plus redoutable. C'est la crise d'éclampsie. C'est une crise convulsive tonico-clonique généralisée qui n'est pas en rapport avec un problème neurologique préexistant, bien sûr, et qui survient dans un contexte de prééclampsie. Alors, remarque très importante, la crise est généralement précédée par ce qu'on appelle des prodromes. Ce sont les signes neurosensoriels, les céphalées, les bourdonnements d'oreilles, le flou visuel ou mouche volante, et surtout l'ascension brutale de la tension artérielle systolique. Et un signe physique très important, c'est l'hyperréflexie osteo-tendineuse. Donc des réflexes osteo-tendineux vifs. C'est très important ces prodromes, il faut les surveiller chez la mère devant toute prééclampsie. Alors la crise convulsive n'a rien de particulier, la durée totale 3 à 5 minutes, elle est unique dans 50% des cas, mais peut se répéter, entraînant un état de mal éclamptique ou peut récidiver. Et notion très importante, c'est une crise généralisée, il n'y a pas de signe de localisation. Donc tout signe de localisation, un type de déficit focal, une crise partielle, ça doit envisager un autre diagnostic et on doit pratiquer une IRM cérébrale ou une étude IRM cérébrale. Deuxième complication, et maintenant c'est la complication la plus fréquente, c'est le HELP syndrome. Donc c'est une définition biologique, ça associe 3 anomalies, l'hémolyse. Et dans ce cas, c'est une hémolyse intravasculaire mécanique. Donc on va trouver les stigmates d'hémolyse. Une élévation des bilirubines totale, bien sûr à prédominance non conjuguée, une aptoglobine effondrée et des LDH élevés supérieurs à 600. Et on va trouver au frottis sanguin les schizocytes. Avec l'hémolyse, on a une élévation des enzymes hépatiques, une cytolyse, donc supérieure à 2 fois la normale, surtout à prédominance azate, et une thrombopénie. Dans ce cas, la thrombopénie, c'est inférieur à 100 000. Donc le HELP syndrome, c'est une définition biologique. Deux particularités concernant le HELP syndrome. D'abord, il peut survenir en postpartum. D'ailleurs, même l'éclampsie et la crise d'éclampsie,
elle peut survenir en postpartum. Donc, il y a deux complications qui peuvent survenir en postpartum. J'ai question quoi? Vous répondez la crise d'éclampsie et le HELP syndrome. Vous avez une surveillance maternelle en postpartum dans je vois prise en charge. Deuxième particularité, c'est que le HELP syndrome, mais généralement, il s'associe à d'autres complications, dans 40% des cas. Donc, notamment, il s'associe à l'éclampsie, à l'hématome rétroplacentaire, à la coagulation intravasculaire disséminée, CVD, à l'OAP, à l'insuffisance rénale, et une complication très spécifique du HELP syndrome, c'est l'hématome sous-capsulaire du foie, qui peut survenir même en absence de HELP syndrome. Mais généralement, le contexte qui est efficace clinique, c'est le HELP syndrome. Donc, quel est le signe annonciateur, évocateur de l'hématome sous-capsulaire du foie? C'est ce qu'on appelle le signe de Chaussier. C'est des douleurs en barre au niveau de l'épigastre ou parfois dans l'hypocondre droit. Et dans ce cas, bien sûr, le risque, c'est l'hémorragie par rupture de l'hématome. Troisième complication, c'est aussi une complication grave, c'est l'hématome rétroplacentaire. Donc, c'est un décollement prématuré du placenta. Dans ce cas, l'HRP, il survient le plus souvent dans un contexte de prééclampsie, mais il peut survenir en dehors de prééclampsie. Dans un contexte traumatique, par exemple, un traumatisme abdominal chez une femme enceinte peut induire un décollement du placenta et donc un hématome rétroplacentaire. Donc sur le plan clinique, l'HRP, ça donne une douleur violente de survenue brusque, donc un coup de tonnerre dans un ciel serein, des métrorragies noirâtres, axe métrorragie rouge du placenta préviat. À l'examen, on a une contracture utérine, des signes de choc, les bruits de cœur photo sont abolis, donc le plus souvent, on a une mort fœtale. Pourquoi alors l'HRP peut mettre en jeu le pronostic vital de la mère? C'est par le biais de la coagulation intravasculaire disséminée. À la khatre, le saignement placentaire, il y a une libération excessive de facteur 7 ou la thromboplastie. Donc il y aura une activation de la coagulation et c'est la CVD dans ce cas, donc le risque est imminent. Bien sûr, avec ces complications spécifiques, on a les complications de l'HTA proprement dite, comme tout HTA, donc l'OAP, l'encéphalopathie hypertensive. Donc ces complications de l'HTA peuvent survenir même en postpartum. L'HTA fait le prééclampsie ne se résout pas directement à la naissance, donc l'insuffisance rénale oligo-anurique attestée par une élévation de la créate généralement supérieure à 135 micromoles par litre et une oligurie inférieure à 500 cc par 24 heures. Donc, à les complications maternelles. Qu'en est-il des complications fœtales? Alors, les complications fœtales, c'est surtout le retard de croissance intra-utérin. C'est une souffrance fœtale chronique, donc le témoin, c'est le retard. Et dans ce cas-là, c'est un retard de croissance disharmonieux, donc qui prédomine surtout sur le périmètre abdominal, inférieur au 10e percentile. Et dans ce cas, le retard de croissance, bien sûr, ça s'accompagne d'une oligoamniose, c'est-à-dire une diminution de la quantité de liquide amniotique. C'est quoi l'explication? Bien sûr, puisqu'il y a une hypoperfusion fœtale, donc il y a une souffrance, il y aura une adaptation fœtale, il y aura donc une vasoconstriction du territoire splanchnique pour épargner le sang vers les organes nobles, les vaisseaux cérébraux et cardiaques. Donc d'ailleurs, c'est le périmètre abdominal qui est diminué à la khatre, donc vasoconstriction splanchnique. Donc il y a une oligurie, donc une oligoamniose. Bien sûr, c'est l'échographie obstétricale qui va confirmer le retard de croissance intra-utérin et faire les mensurations biométriques et estimer le poids fœtal et la quantité de liquide amniotique. Mais avec l'échographie obstétricale, il y a le Doppler de l'artère ombilicale, très important, sur le plan pronostic. Alors, ça va montrer des résistances élevées, bien évidemment. Bien sûr, c'est surtout le flux sanguin diastolique qui est faible. Mais deux signes de gravité très importants, c'est un flux sanguin diastolique nul. Et dans les cas les plus sévères, c'est l'inversion de flux diastolique, c'est ce qu'on appelle le reverse flow. Donc très important. Bien sûr, avec le Doppler de l'artère ombilicale, on peut faire le Doppler de l'artère cérébrale moyenne. On va avoir donc la vasodilatation compensatrice cérébrale,
et le Doppler de canal d'Arrhenius. Et on trouve donc deux signes Z de gravité très importants, les huma généralement tardifs, c'est l'onde A nulle ou négatif. Donc n'oubliez pas le Doppler. Dima qui t'écrit l'examen échographie obstétricale, zidoma plus Doppler, très important. Deuxième complication fœtale, bien sûr la prématurité, avec toutes ces complications. Dans ce cas, c'est une prématurité induite. Et la troisième complication, bien sûr, c'est la mort fœtale in utero, qui peut se compliquer, bien sûr, d'une CIVD chez la mère. Donc, au total, quels sont les éléments de gravité devant une prééclampsie qui classe la prééclampsie en une prééclampsie sévère? Comme on a la tension artérielle sévère, supérieure à 160 et ou 110. La protéinurie massive, supérieure à 5 grammes par 24 heures. Fama je connais les œdèmes généralisés, mais c'est pas très admis. Les signes neurosensoriels, donc les céphalées, les mouches volantes, les réflexes vifs. La thrombopénie chez la mère, c'est un signe de gravité. Thrombopénie à 100 000, c'est un signe de gravité. Syndrome. Et puis on a les complications, la crise d'éclampsie, le HELP syndrome, l'HRP, les complications sévères de l'HTA, qui m'appelle l'OAP, et l'encéphalopathie hypertensive, etc. L'insuffisance rénale, donc créatinine supérieure à 135 micromoles par litre, oligurie inférieure à 500 cc par 24 heures, et les complications fœtales. Dans ce cas, un RCU sévère inférieur à 5e percentile, mais je 10e percentile, pour dire que c'est sévère. Une diastole nulle ou inversée, Doppler de l'artère ombilicale qui m'a parlé, un oligo-amnion sévère et la mort fœtale in utero. Donc, Adam alcool, c'est les éléments de gravité. Donc, question classique des mafika clinique, relever les éléments de gravité. Donc, c'est très facile à apprendre. Ou maintenant, d'ailleurs, on va déduire le bilan de retentissement. Donc, comme on a déjà une patiente qui a une prééclampsie doit être hospitalisée immédiatement en urgence. Et on doit faire un bilan de retentissement maternel et fœtal. Le bilan de retentissement maternel, alors, des éléments cliniques très importants, un profil tensionnel, bien sûr. Il faut rechercher les signes neurosensoriels, notamment le réflexe ostéotendineux à l'examen physique, c'est les prodromes de crise d'éclampsie. Il faut faire une collecte des urines, donc pour évaluer la diurèse surtout. Et on peut faire une bandette urinaire dans ce cas, pour chercher la protéinurie, et il faut surtout peser la faim. Donc le poids est très important. Sur le plan biologique, bien sûr, à ne pas oublier le groupe sanguin Rhesus si ce n'est pas fait. La numération formule sanguine qui permet de détecter l'hémolyse et la thrombopénie fait l'HELP syndrome. Dans ce cas, elle montre classiquement une hémoconcentration relative, Z, donc il est normalement si la femme a hémodilution, donc je le cas donc l'hémoglobine tala, donc c'est une hémoconcentration. On doit faire un bilan d'hémostase, donc fibrinogène TPTCA, pour détecter la CVD. Une fonction rénale, donc urée créatininémie, pour détecter l'insuffisance rénale. L'azat alat, bien sûr, pour détecter le HELP syndrome. Un bilan d'hémolyse, bilirubine totale plus LDH. Et en cas d'hémolyse confirmée, on doit compléter par un frottis sanguin. Une protéinurie de 24 heures pour quantifier la protéinurie. Et bien sûr, un UCBU pour éliminer une infection urinaire. Dans ce cas, une protéinurie faussement positive. Ou femme a donc l'acide urique qui a un intérêt discuté, mais ça témoigne des perturbations tubulaires. Au cours de la prééclampsie, il y a une atteinte rénale, y compris des tubules, il y a une perturbation tubulaire. Et dans ce cas, l'élévation de l'acide urique, donc généralement pour retenir le seuil 360 micromoles, pour dire qu'il y a une élévation de l'acide urique, c'est corrélé aux complications fœtales. L'acide urique, l'élévation de l'acide urique, donc c'est corrélé aux complications fœtales. Le bilan fœtal, par contre, plus facile. Sur le plan clinique, bien sûr, on doit chiffrer la hauteur utérine. Ou la hauteur utérine, femme formule pour déduire la hauteur utérine normale pour le terme, entre 16 et 32 semaines d'aménorrhée, c'est le nombre de semaines d'aménorrhée, moins 4, ça donne la hauteur utérine normale en centimètres. Puis à partir de 32 semaines d'aménorrhée, on doit ajouter à 28 cm 0,5 cm à la colle semée. Donc si par exemple 36 semaines d'aménorrhée, la hauteur utérine estimée, ça doit être donc 28 cm plus 0,5 x 4, donc 30 cm la valeur normale. Donc dans ce cas,
le prééclampsie, on va trouver une diminution de la hauteur utérine qui atteste de retard de croissance intra-utérin. Mais bien sûr, le plus important, c'est l'échographie obstétricale avec la biométrie, la quantification du liquide amniotique et le Doppler de l'artère ombilicale. Et en cas d'anomalie du Doppler de l'artère ombilicale, on doit compléter en seconde intention par le Doppler de l'artère cérébrale moyenne et le Doppler du canal Aranssus. Et bien sûr, à partir de 28 semaines d'aménorrhée, on doit faire un enregistrement de rythme cardiaque fœtal, donc le RCF. On arrive maintenant à la partie la plus importante, c'est la prise en charge. Donc là, deux remarques très importantes. Il faut savoir que la prééclampsie n'est jamais spontanément résolutive. Donc le seul traitement définitif de la prééclampsie, c'est l'évacuation du placenta, donc de la grossesse. Mais la prééclampsie, même je me tape en postpartum, par le biais de ses complications surtout. Et deuxième remarque, c'est que l'évolution, elle est imprévisible. Donc, comme la prééclampsie, sans élément de sévérité, et se transforme tout d'un coup vers une prééclampsie sévère, voire même compliquée. Avec Alèche, il faut une surveillance adaptée et il faut répéter le bilan de retentissement. On va commencer par la prise en charge d'une prééclampsie sans aucun élément de gravité. Donc, c'est une prééclampsie non sévère. Dans ce cas, bien sûr, comme toute prééclampsie, on doit hospitaliser la patiente, doit faire le bilan initial complet. Déjà pour dire que c'est une prééclampsie non sévère, il faut faire le bilan. Si le terme déjà supérieur à 38 semaines d'aménorrhée, on doit accoucher la femme, que ce soit alors par voie basse, soit par voie césarienne. Donc, une les conditions obstétricales. Par contre, si le terme à 38 semaines d'aménorrhée, on fait ce qu'on appelle l'expectative armée. Donc on va temporiser au maximum possible jusqu'au rapprochement du terme, ceci pour éviter bien sûr les complications de la prématurité. Fait l'expectative armée, alors il faut une surveillance clinique et biologique, bien sûr, sur le plan maternel et sur le plan fœtal. Donc sur le plan maternel, on doit prendre quotidiennement la tension artérielle, faire un profil tensionnel, une prise de poids et répéter le bilan de façon hebdomadaire, donc toutes les semaines. Et sur le plan fœtal, le RCF toutes les semaines à partir de 28 semaines d'aménorrhée. Puis au rapprochement du terme, on doit bien sûr le faire de façon fréquente. Avec la surveillance, on doit indiquer un traitement anti-hypertenseur par voie orale. Donc surtout chez la femme enceinte, les diurétiques, les UC, les RA2 sont contre-indiqués. Donc le seul traitement indiqué fait traitement de l'HTA, c'est les inhibiteurs calciques, notamment nicardipine, l'oxène, la nifedipine, la dalate. Femme les antihypertenseurs centraux, surtout l'alpha-méthyldopa, l'aldomètre, ou femme alpha-bêta bloquant, surtout l'abétolol, trandate. L'objectif tensionnel, attention, il ne faut pas baisser de façon importante la tension artérielle. L'hypotension chez une femme enceinte, c'est très grave. Donc il faut maintenir une pression artérielle moyenne entre 100 et 120. Ça revient à maintenir donc une pression systolique entre 140 et 160. Et la diastolique surtout, il faut la préserver au-dessus de 90 à la 4 CCL, bien sûr, qui assure la perfusion placentaire. Et bien sûr, si le terme avant 34 semaines d'aménorrhée, il ne faut jamais oublier la maturation pulmonaire. À la khater fi ay lahda najm donc les prééclampsies sévères et extraction en urgence. Donc il faut prévenir le risque d'immaturité pulmonaire, donc 2 injections de bêta-méthasone ou d'hexaméthasone à 24 heures d'intervalle. Ou là, on a une question très importante. Est-ce qu'on doit garder la femme donc hospitalisée durant toute la surveillance, sachant que la prééclampsie n'est pas donc 24 ou 23 semaines d'aménorrhée? Non, on peut se permettre une surveillance en ambulatoire. Mais bien sûr, au rapprochement de terme, donc la femme est hospitalisée pour la surveiller de près. Deuxièmement, la prise en charge de la prééclampsie sévère, c'est la prééclampsie avec signe de gravité. Dans ce cas, il faut évacuer le placenta et donc la grossesse en urgence. Donc c'est le seul traitement causal pour sauvetage maternel ou fœtal. Mais le problème, c'est le terme.
Donc on doit raisonner en fonction du terme. La prématurité, c'est une mortalité néonatale très importante. Donc il faut l'éviter au maximum. Donc d'emblée, quand le terme a 24 semaines d'aménorrhée, d'abord c'est une interruption médicale de la grossesse. Puis, si on a le terme après 34 semaines d'aménorrhée, donc la maturité pulmonaire est supposée acquise. Dans ce cas, on doit faire une réanimation courte, donc 10 antihypertenseurs, dans ce cas IV, on utilise que ce soit catapressant ou l'altrandate IV, un remplissage, on donne le sulfate de magnésium pour prévenir la crise d'éclampsie en cas de signes neurosensoriels, ou d'HTA incontrôlé. Donc la dose recommandée c'est 1 gramme toutes les heures en intraveineuse longue. Mais attention, le sulfate de magnésium, il peut présenter une toxicité, notamment une toxicité rénale, donc une oligurie, une toxicité nerveuse, donc l'abolition des réflexes osteotendineux, et le risque le plus important, c'est l'abolition des mouvements respiratoires. Bien sûr, avec ça, on postpartum le risque d'inertie utérine avec risque d'hémorragie de la délivrance. Donc si on donne le sulfate de magnésium, que ce soit en préventif ou à la crise d'éclampsie à but curatif, il faut surveiller impérativement le score de Glasgow, le réflexe osteotendineux. D'ailleurs, l'abolition des réflexes osteotendineux, c'est le premier signe annonciateur de toxicité de surdosage en sulfate de magnésium. La fréquence respiratoire, on doit garder une fréquence respiratoire supérieure à 12 impérativement, et la durée qui doit être supérieure à 30 ml par heure. En cas de surdosage en sulfate de magnésium, il faut doser la magnésémie en urgence et il faut antagoniser le magnésium par 1 gramme de gluconate de calcium en IV. Très important. Et bien sûr, dans le cadre de la réanimation, on doit corriger le trouble de l'homostase s'il existe et on doit évacuer la grossesse en urgence, que ce soit par voie basse ou par césarienne, into les conditions obstétricales. Et bien sûr, on doit garder une surveillance postpartum prolongée pour dépister les complications. À l'accouchement, il est à risque non seulement hémorragique, mais aussi thromboembolique. En plus, les complications de la prééclampsie, elles peuvent apparaître en postpartum. Maintenant, le problème se pose en cas de prééclampsie sévère et un terme avant 34 semaines d'aménorrhée. Dans ce cas, si on a une complication à type d'éclampsie, même des signes neurosensoriels, ils sont bien sûr fréquents. Si on a un œdème aigu du poumon, une insuffisance rénale oligo-anurique, un hématome rétroplacentaire ou voire une HTA incontrôlée, dans ce cas, on doit faire de même. Donc une réanimation courte, évacuation de la grossesse en urgence pour sauvetage maternel, ou qu'il y a des RCF pathologiques, toilettes pour sauvetage fœtal, et bien sûr la surveillance postpartum. Ou bien sûr dans ce cas, donc une cure barkamta d'exa ou la bétamethasone. Sinon, donc si ces complications n'existent pas, on peut tenter l'expectative armée. Et dans ce cas, l'expectative armée a pour but surtout d'acquérir la maturation pulmonaire. Donc on va donner la première dose de Dexa, on va donc attendre la deuxième dose, on peut évacuer la grossesse. Pour le HELP syndrome, alors il faut savoir que le HELP syndrome, c'est vrai, c'est une complication, donc normalement on doit évacuer la grossesse en urgence, mais il faut savoir qu'un HELP syndrome débutant, on peut tenter l'expectative armée. Donc il dit que c'est oui, on peut tenter l'expectative armée. Maintenant, objectif prise en charge d'une crise d'éclampsie. Alors quels sont les 3 buts de la prise en charge d'une crise d'éclampsie? Question d'Imagy. Donc il faut d'abord sécuriser la patiente, arrêter la crise et prévenir sa récidive. Donc comme toute crise convulsive. Donc il faut sécuriser les voies aériennes en mettant la patiente en PLS et en mettant une canule de Guedel pour prévenir l'inhalation. Il faut appeler les anesthésistes réanimateurs. Il faut donner de l'oxygène. Et pour arrêter la crise, il faut une perfusion de sulfate de magnésium. Dans ce cas, la dose c'est 4 grammes sur 30 minutes en IVL. Puis, 1 gramme toutes les heures en intraveineuse lente. Il faut évacuer la grossesse, bien sûr, après réanimation. Et attention, il faut continuer le sulfate de magnésium
jusqu'à 48 heures dans le postpartum. Donc, le risque de récidive, la crise d'éclampsie, comme on l'a dit, peut survenir en postpartum. Et si on ne trouve pas de sulfate de magnésium, là, on peut donner le diazépam, donc le Valium ou le Rivotril. On m'a posé la question, donc, proposition d'image FQCM, est-ce que la présence des anomalies de RCF concomitantes à la crise est péjorative ou non? Donc la réponse c'est non. Par contre, il faut savoir que la persistance donc, de troubles de la conscience après la crise d'éclampsie, c'est généralement un critère de mauvais pronostic. Là. Maintenant, en postpartum, la surveillance doit être alors prolongée. Sur le plan contraception, on préfère surtout les microprogestatifs ou le dispositif intra-utérin. On doit éviter les œstroprogestatifs, mais attention, ce n'est pas là systématiquement contre-indiqué après une prééclampsie. Une prééclampsie légère, on peut indiquer donc la pilule. L'allaitement alors, il n'est pas contre-indiqué, sauf si la mère donc prend un traitement qui passe dans le lait. Et en cas d'allaitement artificiel, il faut savoir que le parlodel, lié à la bromocriptine, alors c'est contre-indiqué. Donc, la mère peut utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour inhiber la lactation. Bien sûr, la surveillance postnatale très importante, donc une consultation généralement après 6 semaines de l'accouchement pour contrôler donc, la disparition de la protéinurie et de la tension artérielle. Et il faut savoir que si l'HTA persiste plus que 6 mois, il faut adresser donc la patiente en consultation de néphrologie. Et dans ce cas, on peut donc envisager un bilan de lupus, un bilan de thrombophilie, si la patiente a des antécédents de mort fœtale in utero, ou parfois donc on peut indiquer même une ponction biopsie rénale. Pour la prévention alors, bien sûr la prévention primaire très importante, il faut toujours identifier les facteurs de risque, faire les consultations prénatales, la prise de la tension artérielle, la bandelette urinaire pour rechercher la protéinurie, mais surtout la prévention secondaire. Donc, c'est surtout l'aspirine à faible dose, donc entre 100 et 160 mg par jour pour les patientes à risque. C'est les patientes qui ont présenté une prééclampsie sévère. Avant la deuxième invasion trophoblastique, donc avant 16e semaine d'aménorrhée, donc généralement, et jusqu'à la 35e semaine d'aménorrhée, donc les AINES ou l'aspirine, il faut les suspendre avant l'accouchement, à la femme à risque, bien sûr, de fermeture prématurée du canal artériel. Ou bien sûr, si on a identifié une étiologie telle que le syndrome des antiphospholipides ou une thrombophilie, dans ce cas alors, on doit donner donc les HBPE avec l'aspirine. StudyGate, Digital Learning Technologies.